Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de la 20e journée du Vendée Globe, mais on parlera également en fin de vidéo du trophée Jules Verne, et on en parlera tous les jours également du trophée Jules Verne, avec les tentatives de Sodebo et de SVR Lasertic. Je rappelle, le Jules Verne, c'est le tour du monde sans escale en équipage. Pour tenter de battre donc le record du monde, le record qui est détenu par Francis Joyon en un peu moins de 41 jours. Je crois que c'est une quarantaine de jours, 20 heures, un truc comme ça, juste en dessous des 41 jours pour le temps de Francis Joyon, qui au final est très proche du temps de Massif, du record en solitaire. Et bon, on va regarder un petit peu tout ça aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, voile. Et aujourd'hui, il y aura du biathlon, avec le début des épreuves de la Coupe du Monde. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et ça, c'est seulement si vous en avez les moyens et que vous avez envie de le faire. Sinon, pour me soutenir, eh bien, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite avec la journée, les 24 dernières heures, et surtout on va commencer par la météo, la situation météo, parce qu'on va commencer à un petit peu anticiper ce qui va peut-être se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour les hommes de tête. Donc vous voyez, on rentre dans l'océan Indien. La particularité de l'océan Indien, on va le voir tout de suite, c'est-à-dire déjà plus de mer. C'est difficile d'avoir moins de 2,50 m de houle. On peut avoir des maximums à 6-7 mètres. Particularité aussi. Alors, est-ce que ça va bien se voir avec les courants? Je ne sais pas. C'est que vous voyez, hein, c'est chahuté au niveau des courants. Vous avez des courants dans un sens, dans l'autre. Vous avez de la mer qui arrive comme ça. Si on regarde les vagues avec la houle, vous voyez, il y a de la houle un petit peu dans tous les sens. C'est une mer assez désordonnée. C'est une mer un petit peu de conflit. Je dirais entre l'Atlantique et le Pacifique, c'est très conflictuel, voilà, l'océan Indien. Donc c'est une mer avec de la mer croisée, donc qui n'est pas dans le sens du bateau et qui va avoir tendance à secouer énormément les bateaux. Donc là, les bateaux vont enfourner, la vie va être très difficile et surtout, le risque, c'est de casser des éléments dans le bateau si on attaque trop. C'est vraiment la période où il va falloir un petit peu être sur le pied, sur le frein. Bah, s'engager, mais pas trop. Pour les hommes de tête, ils peuvent le faire. Par contre, les concurrents qui sont derrière, il va falloir prendre un peu plus de risques si on veut revenir dans le match. Mais voilà, c'est la grande question, le grand discernement qu'il faut avoir, c'est de se dire ah, j'y vais pas. Voilà, il faut toujours jauger. C'est ce que disait très bien Johan Richaud maintenant sa vidéo. Je vous invite à la regarder, la dernière vidéo qui est sur le site d'Arkea Paprec, de Paprec Arkea, je ne sais jamais c'est dans quel sens, qui n'est pas sur le site du Vendée Globe. Parce que sur le site du Vendée Globe, il n'y a pas toutes les vidéos, ce qui est très sympa pour suivre. Mais Paprec Arkea a mis la vidéo en ligne, et Johan Richaud explique bien, pour les néophytes, mais pas seulement, ce qui va se passer, notamment avec son routage. Donc, quelle va être la question dans les heures à venir pour les différents concurrents? Hop, on repart avec le vent. Vous voyez, donc là, il y a cette dépression, ils sont dedans. Cette dépression qui va commencer à s'échapper. Donc celle-là, on va dire, elle va permettre d'avancer tranquillement. Ce n'est pas des conditions de vent qui sont catastrophiques. Il y a un petit peu de mer, mais ça reste raisonnable pour du Pacifique. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est celle qui arrive là. Vous voyez, cette dépression-là, que va se prendre Samantha Davis en premier presque. Alors vous voyez, Samantha Davis, elle va l'avoir, elle va être encore légère. Et puis au fur et à mesure des heures, cette dépression, elle augmente en intensité. Pourquoi? Elle ne rencontre pas de terre, donc elle se renforce dans l'eau. Et là, vous voyez, là, il faut s'imaginer que les concurrents seront par ici. Ça sera mercredi à peu près, mardi, mercredi. Donc il faut s'imaginer, voilà, les concurrents ici. Et vous allez voir que plus elle avance, plus elle se renforce et plus elle devient forte. Et c'est ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, la dépression, voilà, mercredi, voilà, dans 90 heures, j'ai plus la météo, mais attendez, dans 87 heures, vous voyez, la dépression, elle est là. Si les concurrents sont ici, ils sont quand même dans des pointes à 30 nœuds, avec du vent qui n'est pas bien placé par rapport au bateau.
Et surtout, là c'est 30 nœuds, donc avec du vent qui n'est pas bien placé, donc du vent de côté, donc ça c'est pas l'idéal. Et en plus avec beaucoup de mer. Alors est-ce que ça va? Voilà, beaucoup de mer, parce que vous voyez que si vous êtes ici, vous êtes à 3 mètres, 4 mètres de houle. Avec des pics, hein, ça c'est une moyenne, on va dire. Donc ça peut être bien plus haut en termes de houle. Donc cette dépression-là, ça va être une grosse dépression qu'il va falloir passer. Et la question est de savoir, hop, si je reprends au niveau du vent. L'idée est de savoir, est-ce qu'on prend une route habituelle? La route habituelle à partir de maintenant, ça serait de descendre au sud, parce que c'est là où les vents vont être les plus intéressants, et de tirer des bords avec la zone d'exclusion. Ça serait ça la meilleure stratégie. Tirer des bords avec la zone d'exclusion, parce qu'en plus ça permet de faire le moins de chemin possible, parce que là on est sur une carte plate, mais si je vous mets le modèle 3D, voilà, vous voyez, l'idée est de faire le tour le plus court autour de cette zone d'exclusion, de faire le moins de kilomètres possible. Donc l'idée, ça serait hop, de tirer des bords autour de cette zone d'exclusion, donc de faire des M, comme je disais, des zigzags comme ça un petit peu. Ah, vous voyez mon icône de souris, faire des trucs comme ça. Sauf que si vous faites comme ça, vous vous retrouvez mercredi, hop, 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 pile dans la zone où il y a du vent fort. Et du vent qui est mal placé parce que c'est presque de la navigation au près, selon comment vous êtes positionné. Alors normalement, il faudrait essayer de bien se positionner. L'autre solution, c'est de se dire, ah bah ici, il n'y a que 25 nœuds, voire un petit peu plus haut, il y a 20 nœuds de vent. Alors on se dit, c'est idéal pour mercredi. Oui, mais pour se positionner par ici, il y aura des zones avec un peu moins de vent. Voilà, par exemple. Dans les premiers jours, on va peut-être avoir du vent un petit peu plus faible. Et c'est là qu'il va falloir réfléchir à la prise de risque. Où on place le curseur? Est-ce qu'on décide de prendre des risques à ce moment-là de la course en se disant je prends des risques, j'ai confiance en mon bateau, je pense qu'il va résister à ces conditions-là, et en se disant là je mets un petit coup d'accélérateur, je vais peut-être prendre 200 000, 300 000 d'avance qui vont être intéressants pour la suite de la course. Par exemple, si j'ai un problème au niveau du passage du Cap Horn, ou au Cap Lewin, ou dans les Pacifiques, ou si j'ai un petit problème technique, ce qu'a eu notamment Yannick Bestaven, une petite voie d'eau, et je suis obligé de réparer, mais au risque de casser complètement le bateau, et ça serait quand même con d'arrêter son tour du monde dans l'océan Pacifique. L'autre possibilité, c'est de se dire, je prends un petit peu moins de risques, mais le problème, c'est que je vais peut-être voir les concurrents de derrière revenir, parce que certains concurrents n'auront rien à perdre. Je pense à un Boris Herrmann, il va se dire, s'il est à 1300, 1400 000, là je suis obligé d'attaquer maintenant si je veux aller dans le top 10, donc je vais devoir accélérer le rythme. Et de se dire, surtout, il y a peut-être un du groupe de 4 de devant ou un Jérémy Bayou qui va prendre le risque et s'échapper. Au risque que je ne le revoie jamais jusqu'à l'arrivée. Donc c'est voilà, là où on place le curseur, là où on va mettre la jauge de risque, le bénéfice-risque, hein, ce qu'on disait au moment de la Covid, bah, c'est un peu ça dans l'idée pour les concurrents. On va regarder maintenant... Alors, Samantha Davis, elle descend plein sud. Pourquoi? Parce qu'elle, quand elle va prendre la dépression, normalement, quand elle va prendre cette dépression-là, on va dire par ici, hein, ça sera vers Bonne-Espérance, je pense, ou un petit peu après, normalement, elle aura du vent plus faible. Donc elle, c'est tout bénéfique pour elle d'aller directement dans les mers du Sud. Elle, c'est pas trop cette dépression-là même qui va l'inquiéter. Je pense que c'est celle d'après, voilà, qui pour l'instant a l'air d'être un peu plus petite, mais qui va forcément se renforcer. Donc c'est plus celle-là, quand elle sera par ici, qui sera dangereuse. Ça sera pareil pour Clarisse Kremer et Boris Herrmann et Justine Métro, mais qui eux sont restés sur une voie beaucoup plus nord, ce qui n'a pas vraiment été une réussite pour eux. Derrière, pour les bateaux dérive, bah là l'idée maintenant c'est d'aller plein sud, sauf que la voie n'est pas directe plein sud. Pourquoi? Parce que je rappelle, hop là, il y a des grains, et vous voyez que là, la densité de nuages est forte. Quand il y a du nuage, alors c'est aléatoire, là, quand il y a des nuages. Alors des fois, le nuage va vous pousser un petit peu, quand vous avez plutôt le nuage de dos. Le bateau va plutôt être poussé par les vents qui sont devant le nuage. Quand vous êtes sous le nuage et qu'il pleut, normalement, il y a peu de vent. Donc là, c'est un peu le pire. Et quand vous avez le nuage devant vous, normalement, vous vous retrouvez un petit peu bloqué.
Donc l'idée est plutôt d'avoir les nuages derrière. C'est pas toujours facile d'avoir les nuages derrière soi. Et là, vous voyez qu'en ce moment, on est en train de faire des petites jibes, donc des petits changements de direction. Hein. C'est comme ça, un jibe. C'est pas vraiment un empannage. C'est un enchaînement de changements de direction pour tenter de passer cette zone-là et de descendre sud. Pourquoi il faut descendre sud? Parce que pour eux, les vents vont être plus forts au sud. Vous voyez, il y a cette petite dépression-là. Isabelle Dioschke, son idée, ça va être de la récupérer le plus longtemps possible. Et je dirais que même le petit groupe Romain Athanasio, Dutreux, Dalin, Seguin, Burton, pardon, pas Charlie Dalin du tout, va tenter également de prendre ce vent à ce moment-là et de rester un petit peu sur cette trajectoire-là, mais de commencer à descendre au sud et d'être catapulté comme ça a été le cas pour les hommes de tête, mais d'être catapulté dans les mers du sud par cette dépression qui est un petit peu plus sud, donc il faudra descendre un petit peu plus. Mais il faut réussir à avoir le vent. Je rappelle que là, j'ai une carte, c'est du vent moyen, c'est une moyenne de vent, on va dire, par heure. C'est pas totalement ce qu'il y a dans la réalité. Parfois, vous avez un peu moins de vent, vous avez des zones de molle. Mais l'idée, ça va être de passer un petit peu plus sud, parce que vous voyez, hop là, il est toujours là, notre Sainte-Hélène, et de contourner Sainte-Hélène. Donc je dirais que pour eux, ça va être de passer comme ça par le sud, mais ça va peut-être être un peu plus facile que pour les hommes de tête, puisque vous voyez, la queue de dépression a l'air d'être assez large quand même, pour passer, on va dire, tranquillement dans les mers du sud. Donc ça permettra peut-être à certains concurrents de regagner des positions, je pense, notamment à des foilers qui étaient un petit peu bloqués, Pedoté, Kojiro Shirashi et Alan Roura. Ces trois-là, qui étaient dans le groupe des bateaux à dérive, vont peut-être réussir à s'échapper avec Arnaud Boissière également, un petit peu. On reparlera de Kojiro Shirashi, parce que ça, il y a quelqu'un qui m'a bien montré que j'avais peu parlé de Kojiro Shirashi depuis le début de course. Bon, après ce passage météo, un petit peu long, mais il y avait besoin de donner beaucoup d'informations. On va parler aux dernières infos du jour. Alors, on va commencer avec Samantha Davis qui a cassé un hydrogénérateur. C'est pas l'idéal du côté de Samantha Davis, c'est surtout pas l'idéal parce que l'hydrogénérateur, ça permet de récupérer beaucoup d'énergie. Hein. Donc je rappelle, l'hydrogénérateur, c'est comme une éolienne, mais dans l'eau. C'est-à-dire que c'est la vitesse de déplacement du bateau qui va faire un peu de courant et qui va permettre aux pales de l'hydrogénérateur de tourner. Et ensuite, c'est comme une éolienne, c'est-à-dire ce mouvement de pales va envoyer de l'électricité, on va dire. Comme une éolienne, en fait, c'est le même principe qu'une éolienne, sauf que c'est dans l'eau. C'est une éolienne dans l'eau, voilà. L'hydrogénérateur, ça permet de recharger énormément les batteries. Alors, comme je disais, c'est quand même un système qui est un petit peu fragile. Et là, Samantha Davis, elle a dit, j'ai fait une bêtise. C'est totalement une erreur de ma faute. Voilà, j'ai cassé l'hydrogénérateur. Alors, normalement, il y a des hydrogénérateurs de secours. Donc normalement, on a 1 ou 2 hydrogénérateurs en plus. Les bateaux sont faits pour fonctionner normalement sans les hydrogénérateurs. L'hydrogénérateur, en fait, ça permet d'économiser de l'essence. Pourquoi on fait comme si les bateaux pouvaient fonctionner un petit peu sans hydrogénérateur? Parce que ça casse facilement. Et dans les mers du Sud, c'est très dur à utiliser parce que ça n'aime pas le surf dans les vagues. Donc dans les mers du Sud, c'est très compliqué. C'est un système qui est vraiment au point pour l'Atlantique. Une fois passé l'Atlantique, quand on arrive dans l'Indien et le Pacifique, c'est plus compliqué à utiliser. Il faut rentrer dans des zones calmes pour faire fonctionner cet hydrogénérateur. Donc l'idée, c'est plutôt d'utiliser le moteur, d'utiliser les panneaux solaires, sauf que dans les mers du Sud, vous allez voir que les panneaux solaires, ça va être compliqué. Pour ça, on va mettre notre carte des nuages, parce que des fois, vous vous retrouvez complètement sous les nuages, et pendant plusieurs jours, et notamment... Vous voyez, hein, là il y a des zones où c'est 100% de nuages, donc le soleil a quand même du mal à passer. Les rayons du soleil ont du mal à être visibles, notamment au niveau du Cap Horn aussi. Hein. Vous voyez, le Cap Horn c'est toujours couvert, c'est toujours dans le brouillard, le Cap Horn, donc c'est des zones où on sait très bien que les panneaux solaires ne rechargeront pas grand chose. Donc on préfère plutôt avoir une autre solution, et là ça sera un petit peu plus compliqué. Jean Le Cam était déchaîné hier, Jean Le Cam. Alors déjà, il a dit il a fait un coma. Il était cramé, Jean Le Cam. Je rappelle quand même qu'il a aussi 65 ans, hein, donc pas si facile que ça. Et donc Jean Le Cam, il était cramasse. Oui, donc j'ai oublié de vous montrer Samantha Davis. À chaque fois, j'oublie de zoomer. Voilà, Samantha Davis, c'est moyenne sur les 24 dernières heures. Bon, on y reviendra un petit peu quand on parlera du top 10, parce qu'elle, elle a fait plutôt 24 dernières heures intéressantes et surtout avec une trajectoire différente de ses petits camarades. On va retourner sur Jeannot Le Cam, toujours en tête pour le moment des bateaux à dérive. Eh bien, Jeannot Le Cam,
il a dit, il a fait un coma de 3 heures hier. Il a fait 3 heures d'affilée, 3 heures de sommeil d'affilée. Donc ça montre quand même que c'est un Vendée Globe qui est compliqué avec ce vent qui a été assez erratique dans beaucoup de moments. C'est-à-dire du vent qui a été très instable. C'est vrai que c'est compliqué pour les différents concurrents. Et donc là, Jean Le Cam, au bout d'un moment, fatigué, voilà, il a fallu se reposer. Et puis après, une fois qu'il était bien reposé, ah ben, il était déchaîné. C'est-à-dire qu'il a parlé avec Louis Duc, il a parlé avec Arnaud Boissière aussi. Enfin voilà, il a fait ses petites discussions à la VHF avec 2-3 camarades. Et puis il a fait aussi des changements de direction. Hein, vous voyez, sur la carte, si je remonte sur les 24 dernières heures, ben voilà, hein, hop, ça, il a fait 2 changements de direction dans les 24 dernières heures. Voilà. Donc du côté de Jean Le Cam sur les derniers jours de course. Et puis on va revenir également sur Sébastien Marset. Sébastien Marset, je vais le retrouver. Il est ici avec Foussier, un bateau qui est dur à la manœuvre. Et vous allez voir que lui, il a eu une journée compliquée. Alors en trajectoire, on dirait pas trop dur comme ça, parce que vous voyez que là, il n'y a que 2 changements de direction. Sauf qu'il a enchaîné également au niveau des voiles. Changement Spi-Genac. Passage également, à un moment il était au maximum de la voile, il a enlevé un riz. C'est-à-dire qu'il a diminué la grand voile. Quand on dit enlever un riz, c'est que la voile, au lieu qu'elle soit au maximum de ses capacités, la grand voile, on va diminuer sa taille. On va enlever de la toile. Voilà. On va sous-toiler parce que les conditions de vent sont peut-être un petit peu plus fortes. Et puis après, il a remis parce que le vent avait diminué. Donc il a un peu cherché son rythme. Voilà, pendant la nuit, notre ami Foussier, ouais, parce que j'étais pas sur la carte de 11 heures. Et donc il s'est un peu perdu. Voilà, ça a été un petit peu compliqué pour lui pendant la nuit. Mais la vitesse n'était pas ignoble parce qu'il est toujours 30e. Et il est ici, 30e, avec quasiment 300 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. Donc c'est vraiment pas catastrophique du tout, ce qu'a fait Sébastien Marset sur Foussier. Mais il disait ça a été compliqué. En plus, il a eu un problème de hook. Son hook s'était légèrement coincé, donc il a réussi à le décoincer. Son spi a failli tomber dans l'eau. Donc il a réussi à éviter ça, mais voilà, ça a été, il a enchaîné entre Spi et Genaker, il savait pas trop quelle voile utiliser pendant la nuit, donc il a fait beaucoup de manœuvres, il était fatigué, et en plus il disait qu'il était trempé par la sueur par exemple, et le problème c'est qu'il fait, cette nuit il devait faire moins chaud, là il fait 20 degrés, mais cette nuit il faisait peut-être 12-13 degrés, et donc il était frigorifié, voilà, il a dormi frigorifié. Cette nuit, Sébastien Marset, donc voilà, c'était pas facile du tout pour le concurrent français. Et devant lui, bah tiens, ça va permettre de parler de Kojiro. Belle journée de Kojiro quand même, de 150 000 de parcouru. Pourtant là, il est tombé un petit peu dans la moelle. Alors déjà, Kojiro Shirashi, il a lancé sa balise scientifique. Il faut savoir que beaucoup de concurrents ont des balises scientifiques à l'intérieur des bateaux. Je crois que c'est 32 sur 40. Et dans 4 ans, ça sera obligatoire dans le règlement du Vendée Globe 2028. Ça veut dire qu'il faudra emmener une balise, ou des balises, voilà, il faudra emmener un équipement scientifique qui permet de savoir le niveau de pollution dans l'eau, les températures également en profondeur, qui ont forcément des impacts, ces changements, sur la vie sous-marine et sur la vie humaine également. Et qui modifie également les mouvements météo, donc pour comprendre mieux le climat, pour comprendre mieux la météo, les changements du côté de la faune océanique. Beaucoup de concurrents ont des balises. Alors au départ, c'était quelques concurrents. Il y a une quinzaine d'années, et puis désormais, voilà, beaucoup de concurrents en programme scientifique, parce que ça permet également de financer un petit peu les bateaux, ces programmes-là, et d'aider la science. Et beaucoup de concurrents ont une réflexion sur l'écologie, parce que même le règlement normalement des prochains bateaux, on doit intégrer un petit peu, les bateaux doivent intégrer des matériaux recyclés, essayer d'être plus vertueux, et il y a vraiment une réflexion
en voile qu'on n'a pas dans tous les sports au niveau de l'écologie et comment faire pour être plus écolo sur le long terme. Et c'est vrai que l'esprit de la voile est très intéressant de ce côté-là. Donc Kojiro Shiraishi a lancé sa balise. Alors on n'a quasiment pas parlé de Kojiro Shiraishi depuis le début de course. En fait, il a le malheur d'être dans la deuxième partie de peloton. D'être dans on va dire le paquet du milieu. Et c'est vrai que c'est compliqué quand vous êtes dans le paquet du milieu pour être visible. Donc voilà, c'est vrai que voilà, j'en ai peu parlé de Kojiro Shiraishi, qui a un sponsor japonais. Sponsor japonais, on me l'a mis dans le commentaire, vous pouvez le retrouver dans la vidéo d'hier, qui a créé une école de voile pour former des futurs Kojiro Shiraishi, peut-être aussi des futurs concurrents pour la voile olympique, peut-être un projet Coupe de l'América, pourquoi pas un jour avec le Japon, mais là, pour former les Japonais à la voile, parce que les Japonais en fait ils font de la voile, ils faisaient souvent de la voile de la marine marchande ou dans l'armée, ils faisaient pas de la voile de compétition. Et là c'est ce que veut introduire Kojiro Shiraishi et son sponsor, qui le soutient aussi depuis le départ. C'est vrai que c'est un sponsor qui est là donc depuis plus de 8 ans. Ça fait quasiment 10 ans que son sponsor est là, il a eu le budget pour fabriquer un bateau à foil aussi, Kojiro Shiraishi. Donc voilà, il faut souligner les sponsors qui restent longtemps, qui sont attachés à la voile, avec le même concurrent, parce que souvent les sponsors changent un peu de tête d'affiche, on va dire, et eux ils sont restés avec Kojiro Shiraishi. Ils auraient pu se dire, Kojiro Shiraishi, voilà, bon, il fait 14-15e, nous on aimerait un concurrent qui soit plus rapide, allez on prend, je sais pas moi, un Sébastien Simon, un Charlie Dalin, avec comme ça, et non, ils sont restés avec le même concurrent, donc ça aussi il faut le souligner. Et donc le problème de Kojiro, pourquoi j'en ai peu parlé, parce qu'il est dans le paquet du milieu, et il a le malheur d'être un bateau à foil et pas un bateau à dérive, donc c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins, mais voilà, on fait un petit clin d'œil à Kojiro, le sympathique japonais, parce que même quand il lui arrive des galères, eh bien, il a toujours le sourire. Ça, c'est vraiment l'esprit, japonais, de garder le sourire. C'est vrai que j'ai rarement vu dans le sport des Japonais qui faisaient la gueule. Même quand les résultats sont pas exceptionnels. Takuma Sato, par exemple, en Formule 1, il faisait pas la gueule. Je dirais celui qui fait le plus la gueule de tous les sportifs japonais, hein. Celui qui est peut-être le moins souriant, c'est Yuki Tsunoda en Formule 1. Mais en Nakagami, en MotoGP, il a souvent le sourire. Arashiro, en cyclisme, également un mec qui est très souriant. Même qui est toujours très sympathique, qui a toujours voilà, discret mais sympathique. Et Kojiro Shiraishi, je dirais que c'est ça, c'est discret mais sympathique. Et donc, bah voilà, si on peut en parler de temps en temps, on essaiera de faire un point. Voilà, il y a quelques concurrents comme ça. Je dirais Manuel Cousin, dont on a peu parlé, on va essayer d'en faire un petit point voilà, sur ces concurrents-là de temps en temps, qui sont peut-être un peu plus derrière, qui ne sont pas l'arrière de la flotte, mais qui ne sont pas devant non plus, d'en parler de temps en temps dans les vidéos. Bon, en tête de course. Alors c'est marrant parce que je vais vous donner les temps au Cap Horn, pas au Cap Horn, pardon, à chaque fois je dis Cap Horn, au Cap de Bonne-Espérance, et vous allez me dire, bah dis donc, il s'en est passé des choses pendant la nuit. Cap de Bonne-Espérance, les temps de passage, premier Charlie Dalin, 19 jours, 3h43 minutes. Deuxième, Thomas Ruyant, qui est passé 2 heures plus tard. Donc en 19 jours et 5 heures, en 19 jours et 6h40. Sébastien Simon, 20 minutes derrière Sébastien Simon, Johan Richomme. Ensuite, 9 heures après le premier, Jérémy Bayou. 10 heures après le premier, Nicolas Lundven. Et désormais 14 heures après le premier, Sam Gouchal en 19 jours, 17 heures et 20 minutes. Je ne sais pas si d'autres concurrents sont passés. Normalement, non. Et vous allez me dire, bah, je comprends pas pourquoi. Charlie Dalin, donc il était en tête, et pourquoi maintenant il est avec 3 minutes de retard sur Johan Richomme, et même à un moment il y avait Sébastien Simon qui était devant lui, si vous avez regardé le pointage de 7 heures. Eh bien, le problème de notre petit camarade, c'est qu'il s'est retrouvé complètement bloqué en fait dans une zone extrêmement restreinte. Donc c'est pour ça que je vais vous le marquer à la carte, vous allez voir, c'est vraiment tout petit. Hop! Vous voyez là ici, il y a le cap de Bonne-Espérance. Le cap de Bonne-Espérance est toujours dans l'océan Atlantique.
le cap des Aiguilles, c'est le début de l'océan Indien. Donc c'est la transition entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Entre ces deux zones, il y a 80 000. Voilà. Eh bien, en 80 000, Charlie Dalin a mis 6h30 pour faire cette distance-là. Thomas Ruyant a mis aussi un petit peu moins de temps, mais il a un peu galéré. Donc eux, ils ont mis 6h30. Donc 6h30 pour faire 80 000, c'est pas exceptionnel. Hein. Ça doit être du 15 nœuds de moyenne, un truc comme ça. Et dans l'autre sens, Sébastien Simon, Johan Richomme ont mis 3 heures. Alors Johan Richomme, je crois qu'il a mis 3h47. Ça veut dire 3 heures de moins. Donc vous voyez, comme il y avait 3 heures d'avance, bah, il s'est retrouvé un petit peu derrière, Charlie Dalin. Ils se sont vraiment retrouvés bloqués. Et ce qui fait que les écarts qu'on avait du côté de l'équateur, enfin du côté, pas de l'équateur, du côté du cap de Bonne-Espérance, je vais y arriver aujourd'hui, il y avait 3-4 heures de différence entre le premier et le quatrième. Ils sont tous passés en moins de 30 minutes au cap des Aiguilles. Donc ce qui a fait des grosses différences de vitesse. Donc ça, c'était à souligner. En tête, donc pour le moment, il a conservé la tête à 11 heures. C'est Johan Richomme avec Sébastien Simon. Eux, ils sont sur une voie plus sud que Thomas Ruyant. Et vous voyez que Charlie Dalin est également dans ce petit côté-là, dans cette voie centrale. C'est très serré entre les deux. Johan Richomme a fait quand même encore une fois une très belle journée. 449 000 pour Johan Richomme qui tartine pour le moment avec son Paprec Arkea et donc était en pleine réflexion de savoir est-ce que je monte plus au nord, plus au sud. Mais vous voyez là, 449 000, ça fait quand même une moyenne à 18 nœuds. Donc très intéressante. Charlie Dalin, donc lui, avait un petit peu d'avance, hein, on peut le voir hier. Si on reprend la petite carte, hop, 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 voilà. On va dézoomer un peu. Et hop. Hier, 11h28. Vous voyez, Johan Richomme est troisième. À ce moment-là, il a 30 000 de retard sur Charlie Dalin. Et Sébastien Simon est également un petit peu en retard. À ce moment-là, ils sont plus nord, eux, que les deux petits camarades. Pendant la journée, vous allez voir. Donc voilà, l'écart se stabilise. Il rattrape un petit peu Thomas Ruyant. Mais vous voyez que devant, ils font un empannage, enfin un changement de direction. Vous voyez qu'on perd à ce moment-là Thomas Ruyant qui se retrouve bien plus nord que Sébastien Simon et Johan Richomme qui ont plutôt la même trajectoire. Changement de direction qui va se faire à peu près au même endroit. Et là, vous voyez, à 23 heures, déjà, les écarts se sont vachement réduits. Parce que leur positionnement un petit peu plus sud et un peu moins à l'est, de ce fait, leur a été profitable. Et vous voyez que là, Charlie Dalin, cette nuit, il ne peut pas suivre la cadence des deux petits camarades. Et voilà, ensuite, ça s'est un peu stabilisé. Et si on prend Thomas Ruyant et qu'on va dézoomer, vous voyez, l'écart de trajectoire est assez intéressant avec Thomas Ruyant. Hop, vous voyez, hop, hop, hop. Hier, à 18h, lui, il décide de faire un empannage extrêmement court, donc vraiment un petit jibe, alors que les autres continuent plutôt plein sud. Et il l'a fait en 2 temps, ce qui n'a peut-être pas été l'idée du siècle du côté de Thomas Ruyant. Et surtout, vous voyez, lui, il a perdu du temps. Hein. Ces 2 changements de direction lui ont coûté cher. Alors, je pense qu'il a changé de direction quand il a croisé peut-être Charlie Dalin et s'est dit, ouais, c'est peut-être la bonne option. Et ça lui a coûté un petit peu de temps. Voilà. Donc, au niveau des vitesses, Johan Richomme, donc on le disait, vraiment très bien. 449 000 en 24 heures, et puis 81 sur les 4 dernières heures. Même si Charlie Dalin en ce moment va plus vite, 6 000 de parcouru en plus sur les 4 dernières heures, 407 en tout. Derrière, on retrouve donc Sébastien Simon, qui dans un match extrêmement serré avec Thomas Ruyant, 442 000 de parcouru sur 24 heures, mais seulement 73, c'est-à-dire 14 de moins que Charlie Dalin sur les 4 dernières heures, donc il va un petit peu moins vite en ce moment. Et en 4e position, vous voyez, donc sur une autre trajectoire, eh bien en ce moment c'est le plus rapide, c'est Thomas Ruyant, 92 000 quasiment de parcouru, donc d'une excellente vitesse pour le moment pour Thomas Ruyant, qui est un petit peu plus dans des conditions favorables à son bateau aussi, et 420 000 sur les 24 dernières heures, et vous voyez donc que le groupe de tête s'est extrêmement regroupé, 27 000, mais il ne faudrait pas oublier les concurrents derrière, notamment le Chacal, on pourrait dire, non le Chacal c'était le Cléache,
Armel Lecléache, mais lui, Jérémy Bayou, pour l'instant, toujours tapis dans l'ombre, un petit peu Jérémy Bayou, un petit peu caché. Eh bien, Jérémy Bayou qui va vite depuis hier, vous allez voir l'écart il y a 24 heures, hop, on repart, hier 11 heures. Voilà, il y avait Jérémy Bayou était à 174 000 de retard. Vous voyez, donc il était à côté de Nicolas Luven. On voyait à peine les autres bateaux à l'avant de la course. Il était presque dans un deuxième bateau. Alors déjà, il est encore revenu sur Nicolas Luven. Grâce à ce choix stratégique-là de tourner un petit peu plus tard et de rester surtout d'essayer de le passer par le sud un petit peu. Donc là déjà, il a repris beaucoup de temps. Comme les autres devant étaient un petit peu bloqués, là, il s'est retrouvé à 107 000. Enfin, la différence de vitesse, c'était 85 contre 63. Donc, il reprend 20 000, 30 000 d'un coup très rapidement, Jérémy Bayou. Et après, voilà, l'écart a un petit peu augmenté en fin de nuit. Mais ça s'est pas mal stabilisé là vers 11 h. Donc, 131 000 désormais. Donc, il a repris quasiment 50 000 à certains concurrents pendant la nuit. Donc excellent Jérémy Bayou. Et Nicolas Luven, lui, un petit peu moins bien. Ça reste quand même des excellentes vitesses. Encore une fois, que 180 000 de retard. Donc voilà, on est encore sur des écarts de navigation qui sont extrêmement réduits pour Nicolas Luven avec 180 000 de retard. Et donc 397 000 de parcouru. Derrière, on retrouve Sam Goodchild. Sam Goodchild, le britannique, qui a du mal à aller vite en ce moment. On voit la différence entre les deux bateaux vulnérables, les bateaux de 2 générations d'écart. Ça fait 200 000 d'écart pour le moment. Et surtout, là, ça va un petit peu moins vite pour Sam Goodchild, 390 000. Mais il a un peu arrêté l'hémorragie quand même, par rapport aux derniers jours, et surtout les jours où les concurrents de tête arrivaient à faire plus de 540 000, 550 000. Et lui, il avait du mal à faire beaucoup plus que 510 000, 515 000 du côté de Sam Goodchild. Derrière, Yannick Bestaven. Il le regrette, Sawado, Yannick Bestaven, parce que ça avance quand même pas mal. 339 000 pour le moment de retard. Hier, on avait combien à la même heure, à 11 h? Si on repart à 11 h, on avait 174. Donc ouais, ça un peu... non, on n'avait pas 174. On avait 342, donc là aussi ça s'est stabilisé, il a même récupéré 4000, donc voilà, ça s'est pas mal stabilisé, 3-4 000 pour lui. Paul Meillat juste derrière. Alors lui, il a quand même, il n'a pas une course facile, Paul Meillat, on n'en parle pas tant que ça. Il s'est souvent retrouvé avec du vent beaucoup plus faible que ses camarades, plus instable, et pourtant il arrive toujours à être à moins d'une journée de navigation de retard. Donc il arrive toujours à tenir la cadence, Paul Meillat. Donc ça, c'est très très bien. Et puis on retrouve ensuite donc Samantha Davis qui a complètement changé de trajectoire. Alors elle est vraiment sur une trajectoire à part. Mais l'idée, c'est pour elle d'aller choper la dépression d'après. Donc elle est déjà pas mal positionnée pour la prochaine dépression. Et vous voyez que là, sur les 24 dernières heures, enfin sur les 48 dernières heures, beaucoup de changements de direction. Là, on remonte à 48 heures. Là, hier, à 11 h, elle était ici. Et là, vous voyez, beaucoup de changements de direction, des problèmes d'hydrogénérateur. Mais là, elle est sur une trajectoire où elle va récupérer du vent. Et je trouve que ça marche mieux que ses petits camarades parce qu'elle a fait 276 000. C'est-à-dire qu'hier, elle était à... Je crois qu'elle est à peu près au même écart qu'hier. Ah non, hier, elle était à 707 000. Donc, elle a perdu un petit peu. Elle a perdu 150 000. Sauf que derrière, les autres, ils sont complètement bloqués. Vous voyez les moyennes, 172 000 pour Clarisse Kremer, 142 pour Boris Herman, 135. Et elle a réussi à s'échapper de cette zone de molle. Donc c'était peut-être la bonne idée. Derrière, Romain Attanasio qui a récupéré une nouvelle position face à Benjamin Dutreux. Il marche fort, Romain Attanasio, on en parle depuis 3-4 jours, mais il arrive toujours à être plus rapide que les petits camarades. Et vous voyez, en 48 heures, si on repart hier, donc il y a 2 jours, voilà, 2 jours, on était le 28 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 30. Donc hier, vous voyez, on dézoome. Regardez l'écart avec Benjamin Dutreux. Il y avait 150 000 d'écart. Même plus que 150 000 d'écart. Hop. Il va revenir sur Benjamin Dutreux à une vitesse. Vous voyez, il arrive toujours à trouver des petites zones de vent quand Benjamin Dutreux tombe dans de la molle. Et là, eh bien, désormais,
Entre les deux, l'écart est réduit. Il a même repris voilà, la tête par rapport à Benjamin Dutreux, 7000 et avec des moyennes qui sont pas dégueulasses du tout. 76 000 sur 4 heures, c'est vraiment très bien pour un bateau, encore une fois, à petit fold. Ça va plus vite que Pip Air, plus vite que Damien Seguin, comme on peut le voir, et également plus vite que, un petit peu moins vite que Louis Burton, mais avec un bateau plus moderne, Louis Burton. 85 000, lui aussi va regretter, c'est son problème structurel, parce que c'est vrai que ça lui a coûté très cher, parce qu'on voit qu'en vitesse pure, il se retrouve dans des zones avec moins de vent, mais il a vraiment largué Isabelle Yoshke. Maintenant, il se retrouve dans ce petit peloton. La question pour Louis Burton, ça va être de se dire à quel moment je descends plein sud. Puisqu'à un moment, il va falloir descendre plein sud, mais je pense que le vent va se renforcer dans les prochaines heures pour eux. Donc la route va se dégager. Et là, ils vont pouvoir enchaîner les 1000 à très grosse vitesse, je pense. Isabelle Yoshke, toujours dans un entre-deux monde pour le moment. Du côté d'Isabelle Yoshke. Donc elle a 150 000 d'avance sur Giancarlo Pedote. Mais qui revient un petit peu de l'arrière, parce que hier il y avait... Alors attendez, j'ai fait une bêtise, hop là, elle revient quand même, ça revient fort de l'arrière, donc voilà, vous voyez, voilà, le deuxième peloton est en train de vraiment s'accrocher à Isabelle Yoshke, et ça va un petit peu plus vite, parce qu'elle est à 275 000, Giancarlo Pedote ou Jean-Luc Ham vont un petit peu plus vite. Jean-Luc Ham 298 000 et 320 quasiment pour Giancarlo Pedote qui a pris la 20e place à Jean-Luc Ham. Je rappelle, Jean-Luc Ham, premier des bateaux à dérive. C'est Benjamin Ferré qui a fait la meilleure distance tout à l'heure en 24 heures dans cette catégorie avec 311 000 devant les 298 de Jean-Luc Ham. Tanguy le Turquet a un peu baissé la cadence. Comme Louis Duc, désormais seulement 238 000 même de parcouru pour Louis Duc, peut-être quelques problèmes techniques, puisqu'on voit que Violette d'Orange a fait 35-40 000 de plus en 24 heures. Et puis Eric Bellion qui disait qu'il était un petit peu à l'envers, mais ça se passe plutôt pas mal quand même pour Eric Bellion avec 274 000. Et toujours ce combat, parce qu'on voit qu'entre Jean Le Cam et Tanguy le Turquet, eh bien, on a 104 000, 105 000, donc c'est rien du tout. Et même Sébastien Marseille est à 150 000, Conrad Coleman est à moins de 200 000 de retard, Guirec Soudet, il est à 300 000 de retard, donc il a une journée de retard, Guirec Soudet, donc ça va très vite. Et même Manuel Cousin est pas très loin, au final. Manuel Cousin, il va vite, 286 000 de parcouru. Amédéo 261, il va vachement plus vite même que Amédéo. C'est très bien ce que fait Manuel Cousin avec son bateau coup de pouce. Et donc vous voyez Oliver Air un petit peu plus dans de la molle, comme Antoine Cornic qui sont un peu plus en difficulté. Guirec Soudet qui va plein sud, Taillot. Voilà, il est parti lui dans le vent parce que c'est ce qu'il aime, le vent. Et donc Salboche Verès, où il est notre petit Salboche, eh bien lui 256 000 de parcouru. Donc je dirais qu'il retrouve un petit peu de vitesse. Il a eu des conditions un petit peu plus erratiques que certains concurrents des dériveurs là dans ce début d'Atlantique Sud. Et puis après, lui par contre, il va un peu rater ce train de la dépression. Ça risque un peu de se refermer devant lui. Donc il va falloir attendre la dépression suivante, je pense, du côté de Salboche Verès, qui va se retrouver dans une phase de transition. Le concurrent hongrois. On regarde les statistiques, parce que la vidéo commence à être longue. Alors déjà, première statistique, c'est Charlie Dalin. Nouveau recordman du tronçon entre l'Équateur et le Cap Horn. Il a amélioré de 21 heures le record détenu par Alex Thompson. Je vous avais dit que ça avait quand même tartiné très très vite pour le moment. Et du côté des performances sur les 24 dernières heures, c'est Jérémy Bayou qui a fait le plus de 1000, comme je vous disais, qu'il était un petit peu en embuscade et qui a peut-être un petit peu accéléré le rythme. 453 000 de parcouru, c'est une dizaine de kilomètres de plus que Johan Richomme qui est deuxième dans ce classement. On retrouve ensuite Sébastien Simon, Thomas Ruyant, Paul Meillat, qui je vous disais s'accroche très très bien dans ce paquet de tête avec Yannick Bestaven et Charlie Dalin, et seulement 7e
avec 407 000. Donc il s'est fait un petit peu rattraper par tout le monde. Voilà, il est tombé dans une zone avec moins de vent. Dans les 10 premiers, seuls Nicolas Lundven et Sam Goodchild sont derrière lui, 8 et 9. Sam Goodchild qui a quand même fait, si on compare à Thomas Ruyant, 50 km de moins, même que Thomas Ruyant, hein, si on compare un petit peu la vitesse des deux vulnérables. Et en 10e position, eh bien, on retrouve Giancarlo Pedotto, mais l'écart entre Sam Goodchild et Giancarlo Pedotto, c'est 70 000 nautiques d'écart, et 70 000 d'écart, ça fait à peu près 130 km. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même une différence entre Giancarlo Pedotto et Sam Goodchild. Et puis, Johan Richomme qui a désormais toujours un retard par rapport à Armel Lecléache. Voilà, il y a un petit retard encore une fois de 590 km parce que les chiffres ne sont pas bons. Et Verres a désormais 6670 km de retard sur Johan Richomme. Donc vraiment la solitude de Salvo Verres va pas s'arrêter tout de suite. On va pas se mentir. On regarde désormais les tentatives du Jules Verne rapidement. Du côté du Jules Verne, j'arrête cette vidéo. Voilà. Alors là, c'est Sodebo qui a 121 000 de retard par rapport encore une fois au temps de Idexport. Donc ces fameux 40 jours. Et une vingtaine d'heures pour Idexport, c'est le record de ce trophée Jules Verne. Donc les conditions météo, ils sont partis un petit peu plus nord, donc d'où le retard, pour récupérer du vent, pour aller, je pense, au large. Je rappelle que sur le trophée Jules Verne, il n'y a pas de zone d'exclusion arctique, il n'y a pas de zone d'exclusion CTATC. C'est-à-dire que vous avez le droit de passer n'importe où. Il faut partir de Brest et revenir à Brest, en faisant un tour du monde. Mais ensuite, vous avez le droit de passer n'importe où sur le globe. Donc vous voyez que là, je pense que l'idée est de partir comme ça et ensuite d'avoir du portant vers Sao Miguel et d'arriver assez vite aux Canaries. C'est un peu la même stratégie pour SVR Lazartigue, mais qui lui a un petit peu d'avance. SVR Lazartigue, normalement, il va toujours un petit peu plus vite que Sodebo, qui est parti un petit peu plus tard. Il y a une dizaine d'heures de décalage entre les deux. Et donc SVR Lazartigue, donc le bateau de François Gabard, Tom Laperche notamment, à l'intérieur, lui a décidé de partir un petit peu plus au sud quand même que ce que faisait Thomas Coville, donc un peu plus sur la trajectoire d'Idexport, mais c'est un petit peu la même idée, je pense, en termes de trajectoire. On verra ça dans les prochaines heures. Elle est un petit peu merdique à utiliser leur carte, oui, parce que voilà, c'est pas très facile d'utiliser. Donc vous voyez la stratégie pour SVR Lazartigue. J'espère que demain ou après-demain, on pourra avoir une carte avec les deux bateaux et Idexport ensemble, de ne pas être obligé de jongler entre les deux cartes parce que c'est un petit peu problématique. Donc voilà, pour l'instant, François Gabard, lui, a une avance de 12 000. Voilà, par rapport au bateau de Idexport. Donc voilà, la bagarre pour le Jules Verne a débuté et on va suivre ça également en parallèle de ce Vendée Globe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amec Productions. Ciao, ciao!